Bonjour, c'est Aude Villiers-Moriamé. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, les déclarations d'Emmanuel Macron sur la dissuasion nucléaire française. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. C'est une scène qui a marqué le monde entier. Volodymyr Zelensky et Donald Trump en pleine altercation dans le bureau ovale. Venu négocier un accord sur les minerais ukrainiens en échange du soutien américain, le président de l'Ukraine est attaqué verbalement par son homologue et par le vice-président J.D. Vance. Il quitte Washington sonné alors que Trump parle d'un manque de respect. Quelques jours plus tard, les États-Unis annoncent suspendre l'aide à l'Ukraine. Et alors que le président américain se rapproche de plus en plus du discours tenu par la Russie, l'Europe s'inquiète. Elle tente de repenser sa défense et la question nucléaire en fait partie. La France a un statut particulier. Nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire. En quelques jours, Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations sur la dissuasion nucléaire française. Pour comprendre ce que cela implique, j'ai fait appel à Clément Dagnès, journaliste au service Monde de l'Express, spécialiste des questions de défense. Bonjour Clément. Bonjour Aude. Clément, avant d'aller plus loin, je te propose qu'on s'arrête sur les moyens nucléaires de la France. Est-ce que tu peux me les détailler ? Oui, bien sûr. En Europe, seule la France, et je précise aussi le Royaume-Uni, possède l'arme nucléaire. C'est 290 têtes pour Paris et 225 têtes pour Londres. On est donc loin derrière les États-Unis ou la Russie qui en ont plus de 5000. La France possède 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ce sont des sous-marins qui possèdent 16 missiles intercontinentaux. Et puis en plus de la force marine, il y a la force aéroportée. C'est une composante de 2 escadrons de Rafale qui portent des missiles de croisière. La France a dimensionné son arsenal autour d'une notion, la stricte suffisance. Cette idée, elle sous-tend que la France ne développe qu'un volume d'armes nécessaire, minimal. Il ne s'agit donc pas d'adapter l'arsenal aux capacités adverses ou de se lancer dans une forme de course aux armements. Et il faut préciser que la dissuasion nucléaire française, elle a une vocation exclusivement défensive. Dans la dernière loi de programmation militaire, qui est une sorte de feuille de route sur les années à venir, 13% du budget de la défense est consacré à l'entretien et à la modernisation de l'arme nucléaire. On comprend donc que la France a toujours entretenu son arsenal nucléaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron a une approche différente de ses prédécesseurs sur le sujet ? Alors depuis De Gaulle, les présidents français ont toujours donné, d'une manière ou d'une autre, dans leur expression, une dimension européenne à la dissuasion nucléaire française. En 1964, par exemple, dans une instruction aux armées, De Gaulle précisait déjà que la France devrait, je cite, se sentir menacée dès que les territoires de l'Allemagne fédérale et du Benelux seraient violés. Alors la doctrine de la France, c'est l'utilisation de la dissuasion nucléaire dès lors qu'on s'attaque à nos intérêts vitaux. Alors cette expression d'intérêts vitaux, elle est sciemment ambiguë. On ne sait pas très précisément ce que ça recouvre. C'est au président d'en décider. Mais forcément, on sait que ça comprend un aspect européen. Ne serait-ce que intellectuellement, on sait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est d'un intérêt vital pour la France. Alors pourquoi on a des armes nucléaires françaises alors que les États-Unis proposent depuis longtemps de protéger les membres européens de l'OTAN avec des armes nucléaires, son fameux parapluie ? En fait, la France n'a jamais cru à 100% que les Américains, comme il le disait, défendraient les Européens, en tout cas ceux membres de l'OTAN, jusqu'à risquer des frappes nucléaires russes sur le territoire américain. Alors là, on le rappelle, on parle de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui stipule que si un pays de l'OTAN est victime d'une attaque armée, chaque membre de l'Alliance considérera cela comme une attaque contre l'ensemble des membres et prendra des mesures. Oui, et l'arme nucléaire détenue par les Américains, c'est vraiment l'assurance vie pour les membres de l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance nucléaire, il faut le rappeler, avec les États-Unis et le Royaume-Uni qui sont dans ce qu'on appelle le groupe des plans nucléaires. C'est une structure où les membres de l'OTAN discutent de la doctrine nucléaire de l'OTAN. Elle n'en a jamais fait partie, la France, de ce groupe. Elle a choisi de ne pas y avoir de siège. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les propos d'Emmanuel Macron ? Ce qu'il y a d'intéressant ces derniers jours, c'est qu'il a pour la première fois été question de positionner des armes nucléaires françaises ailleurs que sur notre territoire national. Les experts en parlaient, mais aucune voix officielle ne l'avait évoqué. En tout cas, pas de cette manière. Ça montre qu'il y a une accélération inédite de toutes les discussions stratégiques relatives au nucléaire, qui sont normalement très lentes et plutôt discrètes. En revanche, ça ne veut pas dire partage de la responsabilité.
Ça reste une prérogative du président français d'appuyer sur le bouton. Et ça aussi, le président Macron l'a bien rappelé lors de son allocution depuis l'Élysée. Clément, est-ce que cette posture d'Emmanuel Macron trouve un écho en Europe ? Oui, elle trouve un écho nouveau, en tout cas publiquement affiché. Certains États autrefois étaient réticents à l'idée d'une défense nucléaire partagée avec la France. C'était le cas de l'Allemagne. Sauf que les Allemands, aujourd'hui, avec leur nouveau chancelier Friedrich Merz, ils se montrent beaucoup plus ouverts. Il faut retenir d'ailleurs ces mots autour de son élection. Il a dit que l'Europe doit atteindre son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Et il a affirmé que Trump ne respectera pas l'article 5 que tu as évoqué. Donc c'est révolutionnaire, parce qu'on a eu des chanceliers et des gouvernements allemands anti-dissuasion française. La possibilité d'un abandon américain de la sécurité européenne s'est perçue comme une potentielle menace existentielle par beaucoup d'Européens. Et donc l'agressivité nucléaire de la Russie appelle pour beaucoup une dissuasion en réponse. Et sans la dissuasion américaine, il n'y a plus de contrepoids nucléaire à la Russie en Europe. Certains pays européens se disent que la France a des atouts sur la part nucléaire de cette nouvelle garantie possible. Et alors cette nouvelle dissuasion nucléaire européenne, à quoi elle pourrait ressembler ? Alors Emmanuel Macron en a parlé. Il a parlé d'exercices européens communs, comme la France en fait régulièrement avec ses forces. En tout cas, tout ça prendrait probablement du temps, car les choses se font assez lentement lorsqu'il est question de la dissuasion. Ce qui se dessine ces derniers jours au niveau européen, ce sont des coalitions en dehors de l'OTAN. Les Européens font ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire discuter, être solidaires malgré les désaccords, essayer d'avancer avec de nouvelles solutions quand il y a des crises, avec cet avantage d'être quasiment tous des pays démocratiques. On est donc en ce moment à un tournant, même si on ne sait pas quelle forme cela va prendre. Tu l'as dit, Clément, on est à un tournant. Merci beaucoup pour tes explications. Merci. Chers auditeurs, si ces sujets de défense vous intéressent, je vous invite à vous abonner à notre podcast L'État-major, justement présenté par Clément Dagnès. Vous pourrez y entendre l'analyse de militaires et de chercheurs sur cette dimension majeure de la géopolitique aujourd'hui. Quant à La Loupe, on se retrouve lundi pour une nouvelle série de podcasts. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués.